Edouard, en plus, je l'ai joué au deuxième tour à Roland quand on a gagné notre premier tour avec Ben. Et ben, on a joué contre Edouard et Bopana et il nous avait éclaté. Enfin, voilà, mais donc, toujours est-il, voilà, je le connaissais un peu. Et en novembre dernier, il m'a envoyé un message en me disant: Écoute, Greg, voilà, je voulais savoir ce que tu faisais l'année prochaine, parce qu'il paraît que tu es un peu libre. Machin. Et moi, vu que j'étais libre, en effet, enfin, je faisais ce que je voulais. Hein, je jouais les CNGT, tout en ayant à l'esprit que s'il y avait un gros projet de coaching qui s'amenait, eh ben, je pouvais passer en coaching et arrêter les CNGT. Quoi. Donc j'étais un peu libre de faire ce que je voulais, je pouvais continuer à jouer les CNGT, enfin bref. Donc du coup, j'ai accepté. Il me dit: Bah voilà, est-ce que tu veux nous suivre avec Jürgen? Donc, Salut Grégoire Jacques, je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. eh ben, c'est gentil, moi aussi, je suis très content d'être avec toi. Merci. Est-ce que je peux te demander de te présenter à nos auditeurs pour commencer? Alors, bah, je m'appelle Grégoire Jacques, j'ai 27 ans, je suis actuellement numéro 40 français. J'ai arrêté le circuit professionnel il y a un peu plus d'1 an. Voilà, depuis j'ai passé mon DE, donc maintenant Ok, je peux enseigner, je peux jouer, donc voilà, je suis assez libre dans le monde du tennis. trop cool. Je pense qu'on aura l'occasion de parler à la fois du DE, également de ta carrière sur le circuit. En fait, j'étais même pas au courant que tu avais. Je viens de me rappeler que tu avais passé le DE, mais je n'étais pas au courant que tu avais totalement arrêté le circuit. Peut-être on peut commencer un peu sur ça. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter le circuit? Et ben en fait, j'ai arrêté, alors pour tout te dire, j'ai pris la décision d'arrêter en septembre 2018. Et à partir de là, j'ai quand même joué quelques tournois, on va dire, en post-carrière. Et il se trouve que j'ai très bien joué à ce moment-là et que finalement, je suis remonté à mon meilleur classement, donc 330e mondial. Et donc, en fait, j'ai profité de ces très bons résultats pour jouer des challengers pendant voilà, à peu près 1 année, mais sans me prendre le chou et sans m'entraîner, et tout en passant le DE en même temps. Donc voilà, et puis j'ai arrêté. Donc en septembre 2018, j'ai pris la décision d'arrêter parce que ça faisait 4 ans que je naviguais entre voilà, la 350e et la 500e place mondiale et que je ne me sentais pas capable de passer le cap parce que les places qui manquent, moi mon objectif c'était d'être dans les 250 et les places qui manquent entre la 330e place et la 250e, et ben là il y a un vrai cap à passer, c'est-à-dire qu'il faut commencer à faire des bons résultats dans les challengers ou alors gagner 2 futurs sur 3. Et voilà, aller loin dans les challengers, je ne m'en sentais pas capable. Gagner des futurs peut-être, mais je n'étais pas assez régulier, j'en ai pas gagné énormément. Donc voilà, au bout d'un moment, au bout de 4 ans de sacrifice, où tu passes ta vie à faire ça, voyager, et ben, je me suis dit on allait passer à autre chose, mais sans faire le deuil de quoi que ce soit, parce que j'avais envie de continuer à jouer, mais voilà, c'est vrai, en faisant moins de sacrifices en termes de voyage, en termes d'intensité que tu mets. Donc voilà, je me suis mis à jouer les tournois en France. Quand tu me dis comme ça que ton objectif c'était d'être dans les 250, ça me marque un peu parce que généralement on entend tout le monde avoir l'objectif du top 100 en se disant que dans ce fameux top 100 tu peux en vivre, même si je crois maintenant que c'est un peu plus large que ça, du style 150, peut-être un peu plus. Pourquoi toi Ouais. c'était 250? Bah, c'était 250 parce que 250, c'est les grands chelems. Ouais. C'est à peu près le cut, allez, on va dire 240. Et encore entre 240 et 250, mine de rien, les 10 places, elles sont importantes parce que c'est vrai que 240, 250, c'est à peu près le cut pour les qualifs de grand chelem. Et moi, c'était mon objectif de début de projet, c'était voilà, de participer aux 4 tournois du grand chelem dans les qualifs. Écoute, j'ai pas réussi. Ah, c'est dur. Ça a été très dur. J'ai pas eu de mal à dire que j'avais pas réussi parce que c'est quelque chose de très difficile et que j'ai fait ce qui me semblait être mon maximum. Donc du coup, oui, c'est vrai que 250, ouais, voilà, moi c'était mon objectif. Peut-être que ça manquait d'ambition, mais voilà, peut-être qu'il fallait viser top 100, j'en sais rien, mais top 100, c'est encore plus dur. Donc dans un premier temps, je me suis dit que voilà, mon objectif, étant donné que j'étais pas bon quand j'étais jeune, voilà, je sortais de STAPS, j'avais, je sais plus, 22 ans, un truc comme ça. Donc ouais, c'est rigolo que tu dises ça parce que je me rappelle 2015, Jules, que tu connais, mon frère, était pas loin de ce fameux cut et il s'avère que moi j'étais en
en été à New York pour essayer d'apprendre l'anglais. Et en fait, Jules, à peu près à ce moment-là, tu connais les fameuses semaines où en gros, tu sais pas trop combien tu vas être et t'es pas loin de ce cut-là. Et donc, il prend la décision de partir à New York pour être, ouais, pour fin août, pour faire les qualifs et s'inscrire aux qualifs de l'US Open. Et on s'entraîne 2 jours ensemble, ce fameux moment où genre, on croise Roger, dans les couloirs, on a l'occasion de s'entraîner à côté de lui et tout, enfin genre, le truc de ouf. On se enfin lui surtout se prépare mentalement à aller faire son premier tour et il s'avère qu'il est numéro 1 après le cut et c'est C'est horrible. arrivé à certains joueurs, c'est arrivé à certains joueurs, voilà, c'est la place pourrie quand tu es 247 et que tu as un mec qui, tu sais pas s'il va se retirer ou pas. En même temps, s'il y en a un qui se retire et que toi tu n'y es pas, tu auras les boules toute ta vie parce que tu te dis que tu auras pu jouer un grand chelem. Exact. Donc c'est horrible. Ça, c'est la place du combattant. C'est arrivé à pas mal de joueurs. C'est arrivé à pas mal de joueurs d'aller même en Australie et de se retrouver un dehors et de jamais jouer le tournoi. C'est ce Ça, qui lui est c'est arrivé 5 mois après. Ouais, voilà. Moi, je me souviens qu'il Donc m'avait raconté ça. c'est horrible. Donc, Grégoire, comment t'en es arrivé au tennis, toi? Qu'est-ce qui a fait que d'ailleurs, on en a parlé rapidement quand on s'est réécrit récemment, mais on s'est on s'était joué pas loin en match par équipe universitaire il y a 5 ans. Enfin, on s'était pas joué, mais nos équipes s'étaient jouées. Et je me rappelle d'avoir vu que tu avais genre une main de ouf en mode déjà gaucher, puis revers à une main, si je dis pas de conneries, et non, que voilà. genre c'était deux mains. Ouais, Ah merde, ouais. alors c'était ce coup droit, genre avec une espèce de patte ou genre de main de ouf. Et Oui, c'est oui. marrant, tu devais être moins 15 à l'époque, peut-être. J'étais, ouais, peut-être, si tu veux, je jouais très peu jusqu'à -2. Je me souviens avoir fait -2, -15, franchement, assez vite. Et à ce moment-là, moi j'étais étudiant, j'étais en STAPS, je kiffais parce que j'ai eu un lycée compliqué et que ça me plaisait pas et que après je suis allé en STAPS où j'ai adoré. Et du coup, voilà, je me sentais bien. J'étais en équipe de France universitaire où j'ai vécu des émotions de dingue. Hmm. Donc vraiment, c'était top. Et oui, je me souviens que nos équipes s'étaient jouées et les rencontres universitaires, moi, ça reste des souvenirs de dingue. Ouais, c'est ouf. Et du coup, Et comment donc, t'en es arrivé au tennis, toi? écoute, mon père était à -2, Ok. voilà, dans les années 84. Et donc, moi, je suis né en 92. Donc, bon, bref, voilà, ça a commencé comme ça, 2 3 ans. Tu prends une raquette dans un parc, tu tapes des balles avec papa. Et puis petit à petit, j'ai continué à jouer, j'ai continué à jouer. J'ai jamais été flamboyant dans les catégories jeunes, on va dire. Mais bon, voilà, j'ai fait un collège normal, un lycée normal. J'ai jamais été déscolarisé ou quoi que ce soit. J'ai fait mes études. Et bon, à partir d'un moment où voilà, j'étais donc à ce moment-là, à -15, j'avais fait des futurs, j'avais pris des points assez rapidement. Donc après, j'ai commencé le circuit. Mais voilà, commencer le tennis, c'était surtout grâce à mon père, quoi, qui jouait Est-ce que encore un peu. tu faisais d'autres sports aussi? J'ai fait un peu de tout quand j'étais jeune. Je faisais un peu de tout. J'étais même inscrit en multisport. Donc c'est des trucs où en 3 mois, tu faisais du sport. Alors, je fais escrime, escalade, foot. J'adore tous les sports. Donc, et là d'ailleurs, là d'ailleurs, je me suis réinscrit dans un club de foot. Là. Je suis dans un club Ok, de foot trop drôle. depuis 1 an. Je me suis réinscrit. Et, c'est génial. Et d'ailleurs, les sports collectifs par rapport au sport individuel, c'est quand même très différent. Et j'adore ce qu'apportent les sports collectifs aussi. Donc voilà, je me suis inscrit dans un club de foot, donc j'en fais du foot depuis 1 an. Et ouais, j'aime tous les sports. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup tous les sports. Donc voilà, je Et suis à assez. quel moment tu t'es dit que tu aimais le tennis et que finalement ça pouvait un peu plus qu'un sport cool, ça pouvait être une profession? Euh, Au début, j'ai commencé par faire STAPS en me disant que je pouvais être préparateur physique parce que ça m'intéressait. Je jouais, oui, je jouais bien au tennis, mais je sais plus, j'étais assez pas innocent, mais bon, voilà, je jouais sans me Pas dire que plus que ça c'était. du coup, quoi. Mais j'adore, enfin si, j'adore le tennis, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que voilà, pareil, tu es dans les études, tu es dans les machins, tu essaies de voir un projet. Voilà, moi, préparateur physique, j'étais allé à l'INSEP, voilà, on me présente un peu comme ça.
Et, euh, et c'est après, voilà, en commençant sur le circuit et en me rendant, et je me rendais compte déjà que bon, j'aimais ça et que surtout j'étais passionné parce que je regardais beaucoup de matchs, parce que je regardais énormément de tennis, je regardais énormément de sport, mais surtout énormément de tennis. Et que plus le temps passe et plus je me rends compte que je suis passionné parce que maintenant j'ai des projets dans le tennis qui sont différents et ça m'a permis aussi de passer tu vois, à autre chose après ma carrière où je me suis dit bon bah voilà j'arrête mais j'ai envie de passer le DE, j'ai envie de suivre des mecs, plus tard j'ai envie de reprendre un club, aller dans le milieu associatif parce que c'est un truc qui m'intéresse, c'est un truc que j'adore. Moi j'ai passé 17 ans dans le même club en région parisienne et en ayant envie de donner beaucoup pour ce club et j'ai beaucoup donné pour ce club, j'ai envie d'en reprendre un pour en faire ce que j'ai envie qu'il soit, enfin bref, donc du coup tout dans le tennis ça m'intéresse beaucoup quoi. L'enseignement pour les jeunes, de voir aujourd'hui ce qu'on fait comme enseignement pour les jeunes. Bref, voilà, tout m'intéresse dans le tennis. Et ok, il y a plusieurs sujets, donc je ne sais pas par où commencer. Quand tu dis envie de reprendre un club, pourquoi? Bah, parce que je trouve ça très révélateur de ce qui se passe dans la société. De reprendre un club, voilà, de bosser dans l'associatif avec des bénévoles, avec des enseignants, avec des gens qui donnent de leur temps. Euh, Ça m'a aussi frappé parce que j'ai passé la formation DE, donc on en discutait beaucoup voilà, entre joueurs et avec les formateurs. Et on se rend compte, moi je me rends compte de l'importance d'avoir des enseignants qui donnent vraiment leur temps pour leur club, pour que ça tourne, pour que les gens s'y sentent bien, et je trouve que pour les jeunes, en particulier pour les jeunes, c'est hyper important. Moi je pense sincèrement que en partie la réinsertion sociale des jeunes qui sont parfois en difficulté, je trouve que dans le sport, ça t'apporte énormément de valeur et de positif pour te réinsérer là-dedans. Et je trouve ça très, très intéressant. Je trouverais ça très intéressant voilà, de mêler un peu tout ça, de faire en sorte que le sport aide la société, entre guillemets, qui est un petit peu différente aujourd'hui. Déjà, moi, je parle comme un vieux, mais c'était il y a 10 ans et c'était complètement différent déjà, je trouve, il y a 10 ans. Quoi. En tout cas, dans mon club. Après, les clubs, ça marche un peu par cycle, mais en tout cas, dans mon club, j'ai l'impression que c'était différent il y a 10 ans que maintenant. J'ai l'impression qu'il y a du vécu un peu. Tu viens de quel milieu social, toi? Bah, moi, j'étais chez mes parents à la campagne. Voilà, on était dans un petit village, j'étais dans un tout petit club. C'est pareil, moi, c'est pour ça que ça m'a aussi motivé. C'est que le club où j'ai passé toute ma jeunesse, 15 ans ou 17 ans, je sais plus, et ben, au début, il y avait deux quicks, après, ça a évolué, le club a évolué, il y avait de plus en plus de joueurs, on avait un noyau de jeunes qui faisait que le club tournait super bien. Alors, du coup, ça partait en animation, double détente, double barbecue, des trucs. Tu vois, des trucs qui faisaient du bien, quoi. Tu sais, moi, je passais des heures, des journées au club à jouer dans les carrés avec des petites raquettes, des trucs. Et puis, ouais, moi, je kiffais grave. T'es un jouable Je dans les kiffais carrés ou grave. pas? Non, dans les carrés, je suis pas un joueur. J'aime bien ça, mais contre Jules, je pense que je sais pas si Ah je bon. gagne. Non, non, j'en sais rien, mais toujours est-il que vraiment j'en garde des souvenirs et je trouve que les jeunes, ça donne envie voilà, de s'ouvrir aux autres, de faire des rencontres. Hmm. Et je trouve que le sport, c'est un excellent moyen. Voilà, le sport, ça fédère. Je veux dire, quand tu vois les événements sportifs, ça fédère beaucoup de monde. Je crois que tu Donc viens de c'est faire vrai que une j'aimerais. maxi promo pour le club dans lequel tu as passé des années. C'était quoi ce club? Bah, ouais, et puis je suis déçu parce que ce club-là est moins, on va dire, performant qu'avant. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui. Parce que je vais te donner un exemple quand même, vraiment un tout petit club, à un moment, on était quand même 17 secondes série, quoi, chez les mecs. Hmm. Donc 17 secondes série pour un petit club, c'est quand même énorme, quoi. Et maintenant, bah voilà, bon, avec cette histoire de cycle, si tu veux, nous tous les jeunes qui formaient un peu ce noyau, on est partis à droite à gauche entre les études et machin. Donc les parents étaient plus là, alors qu'à chaque fois c'est eux qui nous Hmm. amenaient dans le club, donc ils restaient dans le club. Donc ça faisait tourner tout ça, tu vois. Et je dois dire que ça m'a mis un peu les boules de voir que le club coulait un petit peu. Donc voilà, donc j'aimerais encore une fois reprendre un club pour le dynamiser et en faire quelque chose qui fonctionne. Ouais. C'est quoi le nom du club dont tu parles? Saint-Germain-sur-Morin. Ok. C'est un, c'est un truc, Quel... il y a 3000 habitants, je crois. Ok, d'accord. Et quel département? 77, Ok. Seine-et-Marne. Ok. Voilà. Pour revenir un peu au tennis, à la compétition, au match, euh,
Est-ce que tu sais combien tu as fait de matchs au cours de ta carrière de joueur? Allez, à 50 ou 100 près. Simple et double ou pas? Ou que simple? Simple. Simple, simple, je dirais que tu es à 70 par an, donc on va dire à peu près 300 matchs, 300, un peu plus de 300 matchs. Mmh. Ouais, je pense. Un truc comme ça. Il y a des matchs qui t'ont marqué? Et ben écoute, il y a des matchs, il y a des matchs marquants. Moi, ce qui m'a, encore une fois, c'est con, mais ce qui m'a le plus marqué à chaque fois, c'est les matchs par équipe. Ouais. Parce que parce que c'est énorme, quoi. Pour moi, c'est énorme. Moi, j'ai beaucoup souffert de la solitude sur le tennis, sur la carrière, sur ma carrière. Le fait de jouer des matchs très durs, d'être tout seul, de se retrouver à l'hôtel, tu es tout seul. Et il y a des fois où c'est que tu te demandes, tu sais, tu te dis pourquoi, pas pourquoi je fais ça, mais tu vois, tu viens de jouer 3 heures au fin fond de la Turquie, tu viens de faire un super match, mais tu vois, c'est vraiment que pour toi, quoi. C'est que pour toi. Mmh. Et dire qu'en match par équipe, moi, j'ai des sentiments qui sont complètement différents et c'est là que c'est là que je garde les meilleurs souvenirs. Mais même des doubles, des simples, un peu de tous ces matchs par équipe-là, même en équipe de France universitaire. On a joué en équipe de France universitaire, c'était dingue. En plus, on a joué en France, c'était une compétition internationale, donc on jouait contre les États-Unis, la Russie, etc. Et là, voilà, c'est des émotions dingues, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des championnats du monde universitaires tous les ans. J'imagine que ça existe encore. Alors, Et alors en donc, fait, ouais. Vas-y. Et Pardon. donc, la France, les États-Unis, le Japon, réunissent les meilleurs jeunes les meilleurs joueurs qui sont en université et ils s'affrontent, au cours de 2-3 jours. Je crois qu'il doit y avoir 3 Alors rencontres, un truc comme ça? ça s'appelle le Master U, c'est une Mmh. espèce de Coupe Davis universitaire où en effet, c'est une compétition mixte, donc il y a 3 filles et 3 mecs sélectionnés. Et c'est sur 3 jours, et en effet, ouais, tu as quart, demi-finale, et tu as les États-Unis, enfin tu as 8 pays qui se regroupent, et tu commences avec les quarts le vendredi, samedi la demi, et puis tu as les matchs de classement, etc. Mais c'est génial, quoi. C'est génial parce que nous, on était super bien accueillis, on l'a fait à Aix-en-Provence, on l'a fait à Rennes, et il y a des ambiances de dingue. Moi, j'ai joué avec Antoine Hoang, Fabien Reboul, enfin les mecs. Enfin, c'était génial. Puis il y a du simple, du double mixte. Des Tu filles, des t'envoies avec des mecs. garçons, c'est rare? Mais ouais, Ça mais n'existe pas, ouais. ouais. Voilà, ça c'est mes souvenirs. C'est des souvenirs de dingue. Ouais. Je me rappelle 2011, Jules les avait joués, et j'étais allé avec lui, c'était à Rouen et Rouen, sur scène. effectivement, je crois qu'il avait exactement et il me semble que c'est lui qui avait gagné le dernier match, qui était décisif. Je crois que c'est la finale contre les États-Unis et j'avoue que quand j'y repense maintenant, alors que je pense qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte, mais c'était une ambiance mais de dingo. Je trouvais ça dingue qu'il y ait des joueurs étrangers qui soient là comme ça à Rouen, tu vois? Et tant de Ouais, joueurs, sur un si petit endroit. En plus, à côté, il y avait aussi l'espèce de place de Troyes qui se jouait et du ouais. coup, sur les 2 matchs, il y avait une ambiance de folie. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ouais, franchement, c'est incroyable. Et puis, et encore une fois, tu as un niveau Grave. qui est très fort. Parce que moi, j'avais joué McDonald's, donc qui est top 100. J'ai joué Rubin, qui était là à 150. Enfin, c'est que des mecs. Tu as les Johnson qui ont joué. Il me Ouais, semble même les frères Bryan. Alors, ils étaient universitaires, mais je sais pas si. Bon, enfin, bref, tu Jack as des Sock, un truc comme ça qui a dû jouer t'as aussi, Jack ouais. Sock aussi. Enfin, si tu veux, tu as quand même un niveau de dingue. Et puis, voilà, l'ambiance est ouf. Ouais. Si tu devais nous un match peut-être qui a marqué ta carrière, fais-nous rêver pour, nous raconter un petit moment, pas forcément une anecdote ou le moment où tu as le plus vibré en émotion? Le moment où j'ai le plus vibré en émotion, t'as quand même Roland. Tu peux pas, c'est quand même des trucs. Bon, moi, je savais que j'allais pas. Enfin, je savais que j'allais pas. Des matchs en Grand Chelem, t'en joues pas. Voilà, moi, j'en ai joué 3. J'en ai gagné un, tu vois. Donc, c'est sûr que quand tu es à Roland et que tu gagnes un match, c'est des émotions parce que c'est Roland, parce que voilà, Donc les c'est qualifs de dingue. Roland? Non, non, tableau final, Ah, double. tableau fi Ouais, tableau ah final énorme! avec, Tu euh, jouais avec qui? avec Ben Bonzi, Benjamin Bonzi. Et on bat une paire américaine au premier tour avec Tennis Sandgren et c'était Lipski ou je sais plus quoi. Enfin bref. Bon, après, on s'est fait Énorme. défoncer au deuxième tour, mais toujours est-il que c'est quand même des trucs de dingue, quoi. Quand t'entends ton oncle, t'as les gardes du corps qui t'amènent, machin. Enfin, bon, Quelle c'est des cour trucs. c'était? Comment? Quelle cour?
Alors on a perdu sur le 6 et il me semble qu'on a gagné sur le 14. Ok. Alors l'ancien cours 14, donc c'était et maintenant le 12 ou un truc comme ça. Enfin, c'était un petit cours, hein, c'était pas le central. Mais, mais bon, voilà, il y avait toute ma famille, il y avait tous les proches, il y a machin. Donc ça, c'est quand même Énorme. des moments que tu n'oublies pas, quoi. Ouais. Euh, Si on vient un peu plus sur le jeu en général du tennis, qu'on parle un peu plus mental, physique, comment toi, ancien top 300, tu faisais pour travailler au quotidien ton mental pour être plus performant? Euh, alors maintenant, après, à 27 ans, parce que déjà, il y a un truc qui est important, je trouve, c'est que quand tu es seul, tu apprends quand même beaucoup moins rapidement que si tu as quelqu'un avec toi. Euh, Moi, ça m'a pris vers mes 24-25 ans, bah, quasiment à la fin de entre guillemets, carrière. J'ai compris des choses, que ce soit tactique, surtout tactique, mais mental, le fait de penser à ce que pense l'autre. Enfin, cette case purement jeu, le jeu pur du tennis, si tu veux, moi, c'est venu très tard. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait bien faire pas mal de jeux, qui montait beaucoup au filet, qui jouait un peu tout seul. Tu vois, je faisais les points, je faisais les fautes. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre vraiment le jeu à travers voilà, des matchs un peu marquants où tu te dis, putain, j'ai tout fait, j'ai perdu, ou j'ai tout fait, j'ai gagné. Enfin, ouais, voilà, tu te crées en fait, tu te crées une espèce une expérience, quoi. Voilà, une expérience sur toi-même, sur ton jeu, sur tes ressentis. Donc, même mentalement tu peux faire tout seul et c'est à la limite là que tu apprends à te connaître le mieux, quoi. Tu vois, Mmh. qu'est-ce que tu ressens quand tu es quand t'es à 4 partout 30 au troisième au fin fond d'un tournoi en Turquie, que tu es tout seul et que tu joues dans des conditions horribles avec des fourbons, il fait 50 degrés. Tu vois, là tu es seul face à toi-même, quoi. Et, et bon, je dois dire que le circuit, pour ça, ça rend quand même plus fort. Tu vis des trucs on va dire que le mec lambda qui bosse juste en bas de chez lui, eh ben, il aura du mal à les ressentir un jour parce que voilà, quand Mmh. tu te retrouves dans ces conditions, c'est très fort, quoi. Mais après, mentalement, tu peux travailler avec des préparateurs mentaux, tout ça, tu peux discuter. Moi, j'ai jamais été un grand friand, mais je peux comprendre que j'ai toujours eu assez de recul sur l'enjeu du jeu pour ne pas me sentir trop stressé. Ce genre de match comme ça où tu es, tout seul, qui peut arriver d'ailleurs à plein de personnes qui jouent même sur des tournois, français, tu ressens cette solitude de dingue. Tu disais tu es à 4 partout, tu finis par perdre 6-4, 2-0. Comment tu fais pour pas te frustrer, à ce moment-là du match? Et te dire: «Bah, ça fait finalement que 6-4, 2-0, je peux y aller, je peux prendre les prochains jeux, je peux gagner le deuxième set». Comment tu fais pour, pas être frustré et rester solide? Il y a des fois, c'est très dur, surtout quand c'est pas la première fois que ça t'arrive. Tu en es déjà à la troisième fois d'affilée où ça t'arrive. Tu te dis, merde. Et en fait, à un moment, tu t'essayes de faire très simple. Moi, j'ai essayé de faire très simple et de me dire, Greg, donne le maximum et puis on verra ce que ça donne. Il y a un moment où le niveau de jeu de ton adversaire, s'il est supérieur au tien pendant un set ou un set et demi, ça ne veut pas dire qu'il sera supérieur sur tout le match. Tu vois ce que je veux dire? Il faut donc donne ton maximum. Si le mec te bat, bravo à lui. Ça arrive, ça fait partie du jeu, etc. Mais quand tu es assis ici sur un canapé, tu vois, en train de discuter, tranquille, c'est facile. Après, quand tu es sur le terrain, bien sûr que c'est plus dur, bien sûr que. Mais le but, c'est d'en arriver là, c'est de se dire, écoute, tu donnes le max et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Mais tout en donnant ton maximum. Que tu sortes du cours en disant, bon, voilà, j'ai donné mon max, le mec a été meilleur que moi, bravo. Mais c'est vrai que d'avoir du recul dans la défaite, c'est hyper important. Ouais, Le tennis, quand tu joues sur le circuit, c'est quand même, tu es amené à perdre toutes les semaines, quoi. ouais. Sauf si tu as gagné tous les tours. Dans quel sport tu es amené à perdre toutes les semaines? Il y en a aucun. Euh, tu vois, donc quand tu es joueur de tennis, tu dois avoir un rapport à la défaite qui est assez. Il doit y avoir une bonne entente avec la défaite, j'ai envie de te dire, quoi. Parce que sinon, tu deviens fou furieux. Ouais, c'est clair et en plus, tu dis ça pour le circuit, mais pour le coup, le mec, tu classé, 15-3, c'est la même chose. Clairement, Ah bah, si tu c'est fais un tournoi toutes les pareil. semaines, tu que 100 de chance de perdre à tous les tournois, quoi. Ah bah, voilà, non mais c'est ça. Donc au bout d'un moment, tu vas perdre. Euh, donc voilà, simplement te dire, toi, de sortir.
en te regardant dans un miroir en disant écoute, voilà, j'ai tout donné, bravo mec, quoi. Mais même si tu n'as pas bien joué, je te parle pas de bien jouer, je te dis juste, tu as donné, aujourd'hui, tu n'avais pas de bonnes sensations. Bah, écoute, voilà, j'ai essayé, j'ai fait des trucs, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Bon, bah, tant pis. Mais c'est vrai que, encore une fois, assis là, ça va, mais quand tu es debout sur le terrain, c'est plus dur. C'est clair. Sans transition, donc toi, tu as passé le DE il y a 2 ans, c'est ça? Il y a un an, en Ok, avril dernier. Je l'ai eu ok, en avril d'accord. dernier. Pourquoi tu as voulu passer le DE? Tu nous as parlé tout à l'heure de rendre un peu au tennis ce que tu avais reçu, de cette ambiance de club. Qu'est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y a d'autres ambitions derrière? Ouais, bah déjà, j'avais envie de suivre des mecs, j'avais envie de coacher, j'avais envie de vivre une expérience. Bah, j'ai sûrement eu envie de coacher justement pour ce truc de partage et voilà, d'anti-solitude. J'avais envie d'être avec un mec, de le driver, de lui filer un coup de main, de lui donner ce que je pouvais lui donner. Euh, et pour ça, à un moment, il faut passer le DE, quoi. Voilà, parce que si T'as tu un veux coach, toi, qui enseigner, t'a marqué? j'ai passé 10 ans avec le même coach qui m'a amené de 3-6 à promo. Et, euh, et oui, ça m'a marqué parce que c'est une relation. J'avais une relation avec lui qui était, euh, qui était géniale. Pour moi, il était parfaitement dans ce que je cherchais sur le terrain, quoi. C'était à la fois détendu, à la fois il me faisait marrer, à la fois c'était sérieux. C'était, pour moi, c'était l'équilibre parfait. Et après, bah, c'était un entraîneur de ligue, donc du coup, le mec il avait des choses à faire, on va dire. Il pouvait pas me suivre sur les tournois, etc. Mais en tout cas, j'ai énormément appris grâce à lui, et puis c'était génial, quoi. Donc toi, tu as envie un peu de rendre ça, d'être ce coach à la fois bon tennistiquement pour donner des conseils et pour emmener un joueur au plus haut possible. Envie d'être fun aussi, ce moment de détente qu'on connaît entre un coach et un joueur. Bah ouais, ouais, je pense que c'est important de trouver cet équilibre. Après, ça dépend vachement du joueur aussi, hein. Je pense que c'est une qualité essentielle de l'entraîneur, c'est de s'adapter au joueur que tu en face. Tu veux dire, tu vas pas parler de la même façon à un mec qui a 60 ans, d'un mec qui a 20 ans déjà, tu vois. Donc tu t'adaptes en permanence aux réactions du joueur, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant, même en termes de relationnel, de t'adapter comme ça et de se mouler au joueur pour qu'il soit dans les conditions. Ouais. Et toi, Grégoire, tu as fait des circuits, tu as fait du CNGT aussi. Après, tu continues d'ailleurs toujours un peu les CNGT, non? Ouais, alors je continue les CNGT. Alors moins maintenant parce que maintenant je suis Tu es avec deux dans un club. joueurs. Ouais. Non, non, je suis pas dans un club. Je suis avec Edouard Roger Vasselin et Ok. Jürgen Melzer, donc Ok. qui jouent en double ensemble. Et du coup, je les coach depuis là janvier. Donc bah voilà, expérience de dingue. Ah oui, c'est énorme ça. Ouais, ouais, c'était énorme. Donc enfin, c'était énorme. C'est toujours énorme, mais avec le coronavirus, Oui. je te cache pas que c'est moins énorme. Mais, Ah, euh, donc là, mais ouais. clairement, il y a encore quelques mois, tu étais coach de la paire de double Melzer-Vasselin. Ah bah je le suis toujours actuellement. Ouais. C'est énorme. On attend. On peut prendre le temps de parler de ça un peu? Bah oui, Raconte-nous oui. comment ça s'est passé, comment tu les as rencontrés. Ça s'est passé que l'année dernière, j'avais fait une semaine avec. J'accompagnais Antoine Owang, Ouais. qui est un très très bon ami, il me demandait si je voulais venir avec lui filer un coup de main. C'était à l'ATP à Lyon, au Ok. 250 à Lyon. Et puis voilà, on était à Lyon, et puis il y avait Edouard qui jouait avec Dodig. Et puis que bon voilà, le soir il mangeait pas beaucoup avec Dodi qui était un peu froid, donc du coup il venait manger avec nous et puis on a commencé à sympathiser, voilà, on discutait. Et donc Edouard, en plus, je l'ai joué au deuxième tour à Roland quand on a gagné notre premier tour avec Ben. Et ben on a joué contre Edouard et Bopana et il nous avait éclaté, enfin voilà. Mais bon, toujours est-il, voilà, je le connaissais un peu. Et en novembre dernier, il m'a envoyé un message en me disant écoute, Greg, voilà, je voulais savoir ce que tu faisais l'année prochaine, parce qu'il paraît que tu es un peu libre. Machin. Et moi, vu que j'étais libre, en effet, enfin, je faisais ce que je voulais, hein. Je jouais les CNGT tout en ayant dans l'esprit que s'il y avait un gros projet de coaching qui s'amenait, ben, je pouvais passer en coaching et arrêter les CNGT, quoi. Donc j'étais un peu libre de faire ce que je voulais, je pouvais continuer à jouer les CNGT, enfin bref. Donc du coup, j'ai accepté. Il me dit bah voilà, est-ce que tu veux nous suivre avec Jürgen? Donc au début, ça devait être, on va dire, 15 semaines dans l'année. Finalement, après l'Australie, ça s'est très bien passé. Donc, ils m'ont dit, bah écoute, on aimerait que tu sois là au maximum, quoi. Donc, du coup, j'ai fait la tournée australienne. Donc, Adelaide Open d'Australie, après Rotterdam, Marseille. Et là, on devait partir pour Indian Wells Miami, la tournée américaine. Et puis, bah, tout Et ce puis qui non. n'a pas été joué au final, quoi. Mais Et toi, tu bah avais ouais. déjà coaché des joueurs de double? Non,
j'avais jamais coaché de joueur de double. D'ailleurs, c'est un truc qui se fait. Enfin, souvent, tu commences pas par ça. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'en ai un peu rien à cirer, si tu veux. Moi, j'adore le double. J'ai Ouais, toujours été passionné par le double. J'étais mieux classé en double qu'en simple. Euh, voilà, c'est grâce au double que j'ai fait mes 2 grands chelems. Donc j'adore le c'est double. énorme. Voilà. Et donc, du coup, aucun problème à me dire que je bosse avec des joueurs de double parce que c'est des mecs, c'est des professionnels, quoi. C'est des mecs. Moi, j'ai été halluciné de la rigueur des mecs. Tu vois, Jürgen, il a quand même 39 ans. Il a quand même été 8e mondial en simple. Il a Ouais, quand même battu Federer, Djoko, Nadal. Le mec, tu lui dis à 7h30, on va faire 150 volets de coups droits. Il y va, quoi. Tu vois. C'est un mec qui. Et puis, tu vois, on discute beaucoup. Tu sens vraiment que les mecs veulent progresser. En même temps, c'est des mecs qui jouent. Tu vois, Edouard, il est 16e mondial en double. Hein, donc, hmm, Jürgen, il doit être 30, un truc comme c'est ça. énorme. Les mecs qui jouent quand même les très gros tableaux, quoi. Ouais, Donc, beaucoup de discussions et c'est hyper intéressant, quoi. Moi, je me régale. Je me régale. incroyable. Et en quoi c'est différent de l'approche de coaching du simple, par exemple? Bah, c'est pas. Bon, évidemment, tactiquement, c'est différent. C'est 2 disciplines différentes. Moi, je dirais plus que ce qui est la grosse différence, c'est que tu coaches pas Jürgen Melzer et Edouard Roger Vasselin comme tu coaches un jeune qui a 20 ans Hmm, et qui arrive avec sa fougue et qui arrive sur le circuit et tu vois, qui a envie de faire hmm, sa place, etc. Donc, c'est 2 trucs complètement différents. Eux, ils se connaissent par cœur, ils savent ce qu'ils ont besoin de faire, pas besoin de faire, etc. Donc, voilà, moi j'ai ça comme première expérience. Avant, j'ai coaché un jeune qui était à -15. Voilà, j'ai passé 2-3 mois avec lui. Voilà, écoute, j'essaie de me faire mon expérience de coach à travers ces trucs-là. Donc, on verra vers quoi ça va. Du coup, toi, c'est quoi l'apport que tu peux proposer à cette paire de double-là, Roger Vasselin, Melzer? Écoute, moi, la chance que j'ai sur ça, c'est que avec eux, j'ai une certaine crédibilité parce que Edouard, bah, je l'ai joué, même s'il nous a battu facilement, je l'ai joué au 2e tour à Roland. Donc, ça veut dire que j'avais déjà on va dire, un certain niveau de double, donc je connaissais un peu le double. Jürgen, on l'a joué en match par équipe avec Ben Bonzi et on l'a battu en double. Donc voilà, il se souvenait de moi, on l'avait ciré. Donc si tu veux déjà partir de là, tu pars avec une certaine crédibilité par rapport à eux, même si Ouais. tu es moins fort qu'eux, bien sûr. Euh, L'œil extérieur est hyper intéressant. Et en plus, pour eux, le réel intérêt que j'ai aussi, c'est que je peux faire un joueur à l'entraînement. Donc déjà, ils peuvent être tous les deux de leur côté, ensemble, et moi, je peux jouer contre eux. Parce que souvent, les joueurs de double, ils en Hmm. bavent un peu pour se retrouver tous les deux du même côté et pouvoir travailler des trucs précis. Donc là, la chance qu'ils ont, on va dire, en ayant moi, c'est que moi, je peux jouer contre eux, quoi. Donc, on peut travailler les combinaisons, on peut travailler des trucs. Donc ça, c'est super. Et puis après, l'œil extérieur, bah voilà, quand tu es à l'extérieur du cours, tu vois beaucoup de choses que eux ne voient pas forcément. Et puis on discute, et puis voilà, ça prend forme comme ça. Hein. Du coup, c'est quoi la suite potentielle à la reprise du circuit sur cette histoire? Eh bien, visiblement, réponse demain. Demain, il nous explique si l'US, ça va se jouer, dans quelles conditions. Est-ce que je vais pouvoir aller avec eux? Est-ce que j'y vais pas? On a tellement d'interrogations pour le moment, on ne sait pas Ça va. trop et c'est une période très difficile parce que bah voilà, les joueurs sont un peu coupés du tennis, donc c'est compliqué mentalement. Voilà, on est peu en contact, on s'envoie des messages de temps en temps, mais voilà, là c'est une période Hmm. où ils ont en plus leur famille, donc voilà, on les laisse tranquilles, ils gèrent leurs Hmm. trucs. Et puis, Greg, du coup, il me semble que toi, tu as fait du tournoi sur le circuit ATP. Tu as aussi fait ces tournois sur le CNGT. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le circuit national des grands tournois français. En gros, tu joues les tournois aux 4 coins de la France et les tournois futurs et challenger, c'est donc plutôt aux 4 coins du monde. C'est quoi les différences que tu vois sur le circuit? C'est quoi les avantages de l'un, les inconvénients de l'autre, etc. ben, l'avantage de jouer les CNGT, c'est déjà que tu gagnes de l'argent, on va pas se mentir. C'est que par rapport au circuit, ou le circuit, quand tu joues un futur, il faut que tu le gagnes ou que tu fasses finale pour gagner un peu d'argent. Et encore, euh, le CNGT, c'est sur 2 jours. Nous, enfin, moi, à mon classement, j'arrive sur le tournoi, on va dire que je suis soit en quart, soit en huitième. Donc, voilà, on va dire que la durée du tournoi, c'est un week-end, quoi. Au maximum, c'est 2 jours, alors que le futur, tu arrives
arrives 2 jours avant, tu sais pas quand tu vas jouer, tu peux arriver le samedi, repartir le dimanche d'après. Donc, toutes les nuits d'hôtel, eh ben, ça, c'est à tes frais. Les restos, c'est à tes frais. Souvent, dans les CNGT, on est super bien accueillis, on est logé, on est nourri. Donc, déjà, financièrement, Pas de nous, débat. jouer les CNGT, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que financièrement, ça n'a rien à voir. Après, en termes de niveau de jeu, c'est à peu près. Je pense que c'est même plus dur de gagner un CNGT qu'un futur, je pense. Jules Marie t'entend. Bah ouais, c'est super dur. Un CNGT, souvent, encore une fois, c'est souvent 4 matchs en 2 jours, quoi. Mm. 4 matchs en 2 jours, faut se les farcir, surtout que tu joues des mecs qui jouent quand même très bien. L'intensité, elle est énorme. Donc, il faut mettre de l'intensité. C'est-à-dire que tu mets quand même 4 fois 2 heures, on va dire, en moyenne d'intensité. C'est super dur. Alors que le futur, c'est beaucoup plus long. Tu joues un match par jour. De temps en temps, tu as un jour de récup. Donc, bon, c'est pareil pour l'adversaire. Donc, mais, Pas la même ambiance, quoi. non, puis dans les futurs, tu peux avoir les 1 ou 2 tours un peu plus faciles, entre guillemets, et les 2 tours ou les 3 tours à la fin qui sont un peu plus compliqués. Là, le CNGT, direct au premier tour, tu joues des mecs qui sont quasiment au même classement que toi, qui sont, enfin, voilà, direct, tu dois te mettre dans le bain, quoi. Donc, tu as 4 matchs super durs. Donc, je pense, franchement, que voilà, pour battre Jules, pour battre Rémi, enfin, voilà, encore une fois, avec toute la modestie, le mec qui arrive et qui nous bat tous les trois, bah, faudra qu'il fasse quand même. Mm. S'il est vraiment au-dessus, bah, voilà, il est vraiment au-dessus de nous, mais faudra quand même qu'il fasse un tournoi dur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et nous battre tous les trois en 2 jours, je pense que, encore une fois, avec toute la modestie qui m'habite, je pense que c'est pas facile, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Le niveau est très Euh, élevé de la NGT, je trouve. ouais. Et c'est fou quand même, je trouve, cette différence de plaisir. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de plaisir à jouer les CNGT parce que tu as quand même ce côté pression qui est moindre que le circuit ATP. Et enfin, encore une fois, je parle souvent de Jules parce que c'est mon frère Ouais. jumeau et on s'est 3 fois au téléphone par jour, mais j'ai connu tellement une différence de personne entre le joueur qui joue sur le circuit, qui finalement, après le recul, je trouve, n'était pas vraiment heureux, et genre C'est une très. espèce de délivrance d'un gars genre qui est heureux, qui vit sa vie, qui, euh, Oui. qui vit son entreprise, parce que c'est clairement une entreprise, qui vit son entreprise positivement, sainement. Bah ouais. Voilà. Et bon, tu joues tout le temps. Tu joues au tennis, quand tu joues sur le circuit, tu pars du négatif pour essayer de remonter au positif. Ou à zéro. Et c'est très dur de remonter, de finir la semaine à zéro, quoi. Parce que tu commences, si tu vas jouer en Turquie, et ben, tu prends le vol pour la Turquie. Donc déjà, tu commences le tournoi, tu es déjà à Mm. moins 600, moins 700, quoi. Tu vois. Et après, tu vas essayer de gagner tes matchs pour essayer de grappiller et d'arriver au moins possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, alors que le CNGT, tu arrives, tu prends un train, bon, allez, tu as payé combien? 80 €. Et après, tu n'as plus de dépenses. Donc après, déjà, nous, à notre classement, on a à peu près 300 € pour aller au tournoi. Donc déjà, on arrive, en gros, on est à plus de 220. Et après, chaque match qu'on gagne, on gagne de l'argent. Donc là, tu m'étonnes que la différence mentale, déjà, rien que sur ça n'a rien à voir. Ça n'a Ouais, rien c'est à voir. clair. Tu arrives au casino, tu perds 1000 € et derrière, il faut que tu remontes pour essayer de finir à zéro. C'est autre chose que tu arrives, tu es à zéro et puis tu commences à gagner de l'argent tout de suite. C'est Tu vois clair. ce que je veux dire? Tu es à moins Ouais. 1000, tu es là, tu te dis putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retire encore? Machin, tu vois. Tu es sous pression, quoi. Tu te dis merde, j'ai perdu de l'argent, je vais essayer d'en perdre le moins possible. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'est des objectifs différents. C'est des objectifs différents. Tu joues les CNGT pour gagner de l'argent. Sur les CNGT, tu continuais à t'entraîner régulièrement, avoir un entraînement foncier, à faire des lourdes périodes d'entraînement? Plus chill. Non, pas du tout. À Pas quelle du tout, époque parce tu que t'entraînais le plus, toi? c'est dur. Quand tu es sur le circuit, déjà, avant de commencer l'année, tu as facile un mois de préparation foncière. Euh, c'est des préparations à 5-6 heures d'entraînement par jour. C'est des trucs, tu vois, là, c'est très dur. Et puis, non, là, maintenant, les CNGT, les CNGT c'est autre chose, tu as un autre rythme. Hein. CNGT, en moyenne, quand tu joues toute l'année, tu joues le week-end, tu joues jusqu'au dimanche. Après, tu rentres chez toi, tu fais lundi, mardi, tu te reposes.
Même mercredi, si tu as fait un bon tournoi, tu tapotes un peu. Jeudi, tu retapotes un peu. Vendredi, t'arrives sur le tournoi suivant. Puis tu rejoues samedi, dimanche. Donc c'est un rythme qui est différent, quoi. C'est un rythme qui est différent. Nous, on cherche plus là à progresser, en fait, je pense. Ouais. Jules, Rémi, je prends l'exemple de voilà, Jules Rémi parce qu'il les joue tout le temps. Donc Jules et Rémi, je pense qu'ils ne sont pas dans une optique de progresser, ils sont dans une optique de maintenir le niveau parce qu'ils savent qu'avec ce niveau-là, ils gagnent de l'argent. Ils Ouais. ne cherchent pas à s'entraîner pour progresser. Mmh. C'est ce que je veux dire, donc c'est deux trucs différents. À l'époque où tu t'entraînais le plus, une semaine d'entraînement, ça ressemblait à quoi? L'idée, c'est que j'aimerais qu'on puisse comparer un peu, l'entraînement, foncier, d'un joueur pro et donner des insights aux joueurs amateurs qui d'habitude va aller, je sais pas, s'entraîner une fois, le mardi soir et peut-être une deuxième fois le samedi matin. Ce joueur qui a un peu envie de progresser, comment il doit, s'adapter pour, faire un entraînement, costaud, un entraînement sérieux d'une semaine pour avoir un meilleur niveau de jeu? Bah alors déjà, ta quantité d'entraînement, elle va dépendre de si tu as un tournoi qui arrive bientôt. Si on est sur la période foncière où ton prochain tournoi il est dans un mois, bah là tu t'envoies des trucs qui sont de l'ordre de 3 heures de physique par jour avec 1 heure et demie de tennis. Et plus tu te rapproches du tournoi, plus ta quantité de tennis va augmenter par rapport au physique. Donc au début, voilà, tu vas être à 3 heures de physique, 1 heure et demie de tennis. Puis au milieu, tu vas faire allez, 2 heures de tennis, 2 heures de physique ou 3 heures, 3 heures. Et puis après, le tennis prendra le pas peut-être sur le physique. Mais voilà, c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures d'entraînement par jour sur, sur ces périodes-là, ça c'est sûr. Donc, il est clair et net que pour progresser, il faut s'entraîner comme un ouf. Moi, pour donner pas mal de cours, et j'ai donné pas mal de cours avant sur Paris, et j'avais des joueurs qui me disaient bah, j'ai envie d'être mieux classé, comment est-ce que je dois faire? Et en fait, je vois juste des gens qui s'entraînent 1 heure par semaine et qui croient qu'en 1 heure par semaine, tu peux clairement progresser au tennis, alors qu'en fait, il faut donner beaucoup plus, quoi. Ah bah bien sûr, 1 heure par semaine, tu fais rien avec 1 heure par semaine. Tu fais rien, mais il faut jouer ouais, allez, 2, 3 fois par semaine, quoi. Le mec qui va courir 1 fois par semaine, il progresse à moins vite, celui qui court 2, 3 fois par semaine, quoi. C'est pareil. Euh, voilà, à un niveau inférieur, même que ce soit à 15-3 ou à 34, c'est sûr qu'à ce niveau-là, plus tu vas taper dans la balle, plus tu vas avoir d'aisance et plus tu vas progresser. Donc 1 heure par semaine, c'est quand même peu, quoi. Ou 1 fois par Ouais. semaine, 1 heure et demie, c'est peu. Et puis après, rien ne t'empêche le week-end d'aller taper la balle avec un pote, voilà, avec un partenaire qui est à ton groupe d'entraînement. Tu prends son numéro, tu vas taper avec lui le week-end. Enfin, rien ne t'interdit de faire ça, quoi. Ouais, tu es quasiment en train de donner le mot de la fin, mais si tu devais donner un ensemble de motivation aux joueurs qui t'écoutent là et qui ont envie de progresser, même à des jeunes qui sont aux alentours voilà, de 15-3 et qui ont envie de, bah, comme des joueurs comme toi, genre bénéficier de super conseils, qu'est-ce que tu pourrais dire à un joueur pour le motiver? Bah, déjà, je pense que le tennis est le sport qui regroupe le plus de ressources euh, qui existent, quoi. Je veux dire, le tennis, c'est du physique, de l'adresse, de la tactique, de la technique. Euh, et puis, dans la tactique, tu es tout seul pour te débrouiller face à un adversaire, machin. Donc, je pense que c'est un des sports les plus riches. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que c'est mon sport préféré aussi, c'est que c'est très riche. Donc, déjà, vous n'êtes pas trompé de sport, c'est déjà bien. Et puis après, en jouant, on progresse quand même assez vite, quoi. Si vous avez des bons conseils, si on vous oriente correctement, vous allez sentir de plus en plus de maîtrise, de plus en plus de plaisir à jouer au tennis. Et plus vous allez maîtriser ce que vous faites, plus vous allez prendre de plaisir. Et puis après, voilà, c'est l'effet boule de neige. Et puis tu deviens passionné, tu as envie de jouer tout le temps, etc., etc. Ça, après, c'est le kiff, quoi. Grave, je suis d'accord avec ça. Ça me manque là, tu es en train de me motiver, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est clean. Et Voilà. Grégoire, la dernière question de la fin, si tu devais recommander quelqu'un, comme toi tu as été recommandé par Rémi Boutier, si tu devais recommander quelqu'un pour être le prochain à passer sur l'émission, Bon, j'ai parlé de lui, c'est j'étais son sûr. partenaire de double préféré. Je dirais Benjamin Bonzi. Ok, trop cool, bah, je le connais pas, donc je suis ravi. Très sympa, tu vas voir, il est très très sympa. Trop bien. Bah, merci Grégoire. Et ben de rien. À la prochaine, bye bye. Ciao.
Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est certainement que vous avez apprécié l'épisode. Si oui, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire ci-dessous pour qu'on répète ce genre d'événement. C'était Arthur de The Court, la chaîne s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain.